Il est 8 heures du matin, heure de Genève, là à l'heure où je vous parle. Dehors, les oiseaux commencent à peine à chanter. Et moi, j'ai les yeux collés sur un écran qui m'annonce presque 105 dollars le baril. 105 dollars. Bon, pour un lundi matin, on a connu des réveils plus agréables, vous en conviendrez. Et là, c'est directement la requête anti-char, parce que ce qui se passe, c'est pas une correction de marché, c'est pas un accès de volatilité saisonnière ou soudaine, c'est encore une fois un président américain qui, entre deux posts sur Truth Social, a décidé de bloquer l'un des points de passage les plus stratégiques de la planète. Le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial, blablabla, tout ça, bloqué, encore un peu plus qu'avant, par décret de smartphone. Et cette fois, c'est pire parce que c'est les ricains qui vont le bloquer, le détroit. Et quand les journalistes lui ont demandé ce qu'il pensait du fait que l'Iran pourrait très bien ne jamais revenir à la table des négociations, Trump a répondu « J'en ai rien à foutre s'ils reviennent ou pas ». Alors Churchill avait « Si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer ». Roosevelt avait « Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir ». Eisenhower avait « Pour chaque obstacle, il existe une solution, la persévérance est la clé, la plus grande erreur est d'abandonner ». Et Trump, lui, aura « J'en ai rien à foutre » comme phrase de référence pour l'éternité. Heureusement que l'éternité sera courte, surtout avec le baril à 105 dollars. Je suis Thomas Bayet, nous sommes le 13 avril 2026 et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Donc on va revenir au début du week-end parce qu'il faut comprendre d'où on vient. J.D. Vance, le vice-président américain, s'est donc tapé le vol Washington-Islamabad aller-retour. Plus 21 heures de négociations dans le lobby d'un hôtel pakistanais. Le genre de réunion où on commande du café toutes les 2 heures, où personne ne rigole et où les sandwichs à minuit ont le goût de Xanax et de désespoir. Et au terme de tout ça, il est sorti avec cette phrase admirable « Nous repartons avec notre proposition finale et notre meilleure offre ». Traduction pour ceux qui ne parlent pas le diplomatique, il ne s'est absolument rien passé, rien du tout, le néant intégral. Honnêtement, et je vais vous faire une confidence, qui est vraiment surpris? Deux pays qui se détestent depuis que je suis né, donc ça commence à faire un petit moment, vous leur demandez de se mettre d'accord en 24 heures sur des dossiers qui ont résisté à 50 ans de diplomatie internationale. Les Américains veulent qu'Ormuz rouvre dans le quart d'heure et que l'Iran renonce au nucléaire, et les Iraniens, eux, veulent l'enrichissement nucléaire à profusion, le remboursement des dégâts des bombardements, et si vous vous mettez à genoux, ils envisageront peut-être de réouvrir le détroit en facturant 2 millions de dollars le navire qui passe. C'est un peu comme demander à un vigneron valaisan de servir du chasselas vaudois à son propre mariage. C'était perdu d'avance. Mais bon, on a essayé, et maintenant, on passe à la suite. Donc, les négociations sont au point mort. Mort de chez mort. Et pire, comme Trump ne peut pas rester sans rien faire ou sans rien dire, il lui faut du mouvement, il lui faut une annonce, de préférence assez grosse pour passer à la télévision et assez spectaculaire pour que les actions et le pétrole bougent suffisamment dans la seconde pour que son fils puisse faire du trading. La stratégie de la semaine, c'est donc le blocus naval du détroit d'Ormuz. Effectif aujourd'hui à 16h, heure suisse. Et pour faire bon poids, bonne mesure, on rajoute le blocus des ports iraniens dès ce matin. Pour ceux qui auraient décroché les 2 derniers mois, et je ne vous juge pas, le détroit d'Ormuz, c'est quand même un petit couloir maritime entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Une 50aine de kilomètres de large, et par là transite 20% de la production pétrolière mondiale, on le sait, on l'a entendu. Vous bloquez ça, et vous n'avez pas une crise sur l'énergie, vous avez le remake de 1973, version budget illimité, sans plan de sortie et sans une seule alternative crédible dans les cartons. Ce qui est absolument fascinant, vraiment, c'est la vitesse à laquelle on en est arrivé là. 18 mois, même pas après le début du second mandat, on est au point où un post sur Truth Social peut faire bouger le brut de 8% en une nuit, ou en un week-end. On ne parle plus de marché financier, on parle d'un seul homme avec un smartphone et une insomnie chronique.
Mais attendez, c'est pas tout, parce que ce serait trop simple si c'était la seule bombe du week-end. À partir du moment où la marine américaine bloque le détroit, la question se pose aussitôt, est-ce que les membres de l'OTAN participent aussi à ce blocus ? Non, parce que fermer un détroit international avec des navires de guerre dans à peu près tous les manuels de droit international, ça s'appelle un acte de guerre. Et donc, ça implique soit le soutien de vos alliés, soit une solitude diplomatique assez spectaculaire. Réponse de Trump dimanche soir, si l'OTAN n'aide pas les États-Unis, Washington examinera sérieusement sa relation avec l'organisation. L'Alliance Atlantique, fondée en 1949, 77 ans de sécurité collective, remise en question en 2 tweets, un dimanche soir, comme ça, entre le dessert et le journal de 20h, et ce que l'on n'ose pas trop dire à voix haute, parce qu'on espère collectivement que tout le monde n'y pense pas en même temps, c'est que les Houthis pourraient avoir exactement la même idée. Oui, bloquer le détroit de Bab el-Mandab, celui qui fait face à Djibouti, celui qui permet de remonter vers le canal de Suez, histoire de s'occuper du reste du commerce mondial. 2 détroits bloqués simultanément par 2 acteurs différents qui se détestent, le commerce mondial à l'arrêt. On n'en est pas là, mais faudrait être idiot pour ne pas y penser. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Ce matin, les marchés asiatiques reculent, mais ils reculent de manière mesurée. Mais ils reculent quand même. Le Nikkei et le Kospi baissent plus ou moins 1,3%, Shanghai perd 1/4%, c'est presque à peine du bruit, et Hong Kong recule de près de 1,5%. On dirait que voir le baril monter de 8% en une nuit ne fait plus vraiment peur à personne. On s'y est presque habitué. Les futurs S&P sont en recul de 0,8%, ce qui, dans le contexte actuel et de ce qu'on vient de décrire, c'est presque rassurant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a encore des gens qui pensent que Trump est en train de bluffer. Ce qu'on appelle dans les cercles académiques le taco pattern. Il parle fort, il menace, et puis il recule. Ça a marché assez souvent pour que ce soit devenu carrément une stratégie d'investissement. On en a parlé, on le sait. Sauf que cette fois, le blocus entre en vigueur à 16h, heure de Genève, juste après l'ouverture du marché américain, et le président du Parlement iranien a répondu à Trump sur X, oui parce qu'en 2026, les crises militaires se gèrent sur les réseaux sociaux, avec cette formule d'une concision admirable, « Si tu veux te battre, on se battra ». On a donc 2 puissances nucléaires, l'une officielle et l'autre en cours de fabrication accélérée depuis l'échec des négociations, qui échangent des ultimatums en moins de 280 caractères. Oui, c'est ça la diplomatie internationale en 2026, je ne sais pas si c'est efficace, mais il faut vivre avec. Dans cette atmosphère pesante, on notera la sortie du week-end la plus surréaliste et elle vient du Japon. Rizohei Akazawa, ministre du Commerce, négociateur commercial et désormais également économiste, est passé à la télé nationale pour expliquer que la Banque du Japon pourrait relever ses taux en avril, pour renforcer le yen et pour contenir l'inflation pétrolière. Le raisonnement est techniquement cohérent. Yen plus fort, pétrole importé moins cher en monnaie locale. C'est vrai, sauf que le Japon importe 80 à 90% de son énergie, que son économie tourne à l'export et que son marché obligataire est structurellement fragile depuis 30 ans. Remonter les taux dans ce contexte, c'est soigner une fièvre avec un traitement qui risquerait de tuer le patient. On se souviendra qu'en juillet 2024, la Banque du Japon avait déjà monté ses taux de 0,25%. Une semaine après, le Nikkei perdait 12% en une seule journée. 12% en un jour. Donc, pendant une crise énergétique mondiale, on va peut-être déclencher en prime une crise financière japonaise. Une crise japonaise qui pourrait contaminer le reste du monde, bien sûr. Tout va bien. Le 10 ans japonais, ce matin, il est à 2,4850. Gardez quand même ça quelque part dans un coin de votre tête. Cette semaine, la bonne nouvelle, c'est qu'on pourra peut-être parler d'autre chose que de guerre et de pétrole. Oui, parce que les grandes banques américaines publient le résultat du premier trimestre. JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, le gratin de Wall Street dévoile ses bulletins scolaires. Goldman Sachs publiera aujourd'hui, JP Morgan, BlackRock, Citi et Wells Fargo demain, et puis il y aura aussi Morgan Stanley et Bank of America mercredi, ainsi que ASML. Bon, ASML, c'est pas une banque, mais c'est quand même la boîte sans qui on peut pas faire de semi-conducteurs. Et à propos de semi-conducteurs, eh bien, il faut noter qu'il y aura aussi TSMC jeudi.
L'indice des valeurs bancaires a donc perdu 6% au premier trimestre 2026, c'est sa pire performance depuis 2023, et pourtant les profits devraient être en hausse, parce que la guerre, la volatilité, le chaos géopolitique, ça génère des commissions, des volumes de trading, des frais divers et variés. La peur des uns fait littéralement le bonheur des salles de marché. C'est pour ça qu'elles ont été conçues. On ne peut pas vraiment leur en vouloir. C'est comme reprocher à un pompier de trouver sa journée plus intéressante quand il y a des flammes. Et d'ailleurs, il y a un analyste d'UBS qui posait quand même la vraie question. Des résultats solides peuvent-ils surmonter un mur d'inquiétude, un wall of worry comme ils disent là-bas? Oui, parce que même les angoisses existentielles ont un surnom dans le monde merveilleux de la finance. Et la réponse probable est oui, les chiffres seront bons, mais il y a quand même 2 bémols auxquels il faut prêter attention. Le premier, c'est le private credit, bien sûr, des milliards prêtés à des fonds qui ont prêté à des entreprises tech qui se retrouvent maintenant en concurrence existentielle avec l'intelligence artificielle. Une pyramide de dettes construite sur du sable mouvement. Les banques disent que c'est un headline risk et pas un fundamental risk. Jamie Dimon himself disait encore la semaine dernière probablement que ça ne devrait pas poser de risque systémique. Probablement. C'est comme probablement que Madoff était honnête, ou probablement que la stratégie de LTCM est la meilleure de l'histoire. On connaît la suite. Le deuxième bémol, c'est les CEO. Les CEO vont être prudents sur leurs perspectives, un mot poli pour dire qu'ils n'en savent rien, et promettre quoi que ce soit serait un mensonge un peu trop visible pour être confortable. Donc, on aura des chiffres corrects, des discours vagues et des marchés qui décortiqueront chaque virgule et chaque guidance. Et tout ça pendant que Trump joue à la bataille navale avec les Iraniens. Voici donc le tableau de ce lundi matin 13 avril 2026. Le pétrole est à presque 105 $. On a un détroit bloqué par un décret via smartphone, une alliance atlantique fragilisée entre 2 tweets, des banques qui publieront de bons chiffres grâce au chaos ambiant, et quelque part à Téhéran, un président du Parlement qui répond à la première puissance mondiale en moins de 280 caractères vient de battre. Vous avouerez qu'on a connu des débuts de semaine un petit peu plus sereins. Ce qu'on sait, c'est que le taco pattern va être testé encore une fois cette semaine, pour de vrai. Soit Trump bloque vraiment, et c'est la crise énergétique, le baril peut monter à 130, peut-être même 150, et vous allez commencer à trouver votre vélo électrique hyper séduisant. Soit Trump recule, et c'est la crédibilité américaine qui finit au fond du détroit d'Ormuz avec les autres épaves. Déjà qu'elle n'était pas au mieux de sa forme. Après pas mal d'années à décortiquer ces marchés, j'ai appris une chose, quand les gens qui normalement exagèrent commencent à être mesurés dans leurs propos et prudents, c'est qu'ils ont vraiment peur. Ce matin, les gens qui normalement exagèrent sont mesurés. Donc, gardez des liquidités, regardez le baril et restez très sceptique vis-à-vis de quiconque vous dit qu'il a compris ce qui va se passer, parce que la seule chose dont on peut être absolument certain ce matin, après 21 heures de négociations à Islamabad, un blocus naval annoncé sur Truth Social et une alliance militaire fragilisée entre 2 tweets, c'est que personne, mais alors personne, n'a la moindre idée de ce qui va se passer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter et de me dire si vous avez une idée de comment tout ça va se finir. Et nous, on se voit demain à la même heure et au même endroit. Allez, soyez forts. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.